Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, accident mortel survenu hier à Kaolack. Le gouverneur annonce une série de mesures pour réguler la circulation des gros porteurs. Des aires de stationnement seront aménagées à l'entrée et à la sortie de la ville. Cet accident remet au goût du jour l'urgence de la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako. Où en est le projet? Quel est le poids économique du corridor Dakar-Bamako? Nous ferons le point. À la une également, les conséquences des pluies de ce week-end dans la banlieue de Dakar. À Kermassar, les populations remettent en cause l'efficacité des ouvrages réalisés dans le cadre du projet 2. Contrôle du marché Sandaga, la mairie de Dakar Plateau réaffirme sa légitimité. La ville de Dakar ne lâche pas l'affaire. Argument contre argument, on vous explique tout dans cette édition. L'actualité, c'est aussi la situation épidémiologique. La tendance au déclin se dessine. Bonne nouvelle, la maladie recule chez la population gériatrique. Nos seniors sont de moins en moins touchés grâce à la vaccination. Mais d'abord, cette information qui vient de nous parvenir, 3 noyades à la plage de Saly cet après-midi. Il s'agit de 3 garçons originaires de la commune de Malicounda. Les corps sans vie ont été acheminés par les sapeurs-pompiers à l'hôpital Grand-Bourg. Nous y reviendrons avec nos équipes. C'est toujours l'émoi à Kaolack au lendemain de l'accident qui a coûté la vie à 4 personnes. Le gouverneur de Kaolack annonce la construction d'aires de stationnement à l'entrée et à la sortie de la ville. Écoutons Alun Badarambeng avec notre équipe à Kaolack. On ne peut pas admettre en pleine ville un camion avec une telle vitesse pouvant entraîner en tout cas une vitesse telle qu'il puisse monter carrément sur un taxi urbain. Ça prouve que peut-être que la vitesse était excessive ou bien ce camion-là avait une défaillance technique ou bien le comportement même du conducteur n'était pas vraiment donc un bon comportement. Mais dans tous les cas, c'est regrettable, c'est regrettable. Les solutions ne manquent pas. J'ai pensé notamment à l'érection d'aires de stationnement au niveau à l'entrée comme à la sortie de Kaolack. Et à partir donc de cette aire de stationnement, essayer donc de réguler la circulation de ces gros porteurs-là à travers Kaolack, notamment sur la RN1. Donc à part cette deuxième solution, aussi on a proposé une troisième solution aux plus hautes autorités, c'est-à-dire de prévoir dans le projet de construction de l'autoroute Mbour-Kaolack une bretelle pour pouvoir contourner. Tout à l'heure, j'ai demandé à la police, à la gendarmerie, d'organiser en tout cas la circulation de ces camions-là pour traverser Kaolack de part et d'autre, pour lancer un appel à l'apaisement. Compte tenu du fait que le Sénégal et le Mali sont 2 pays liés par l'histoire et la géographie, et même par le sang. Et justement, la communauté malienne établie au Sénégal regrette ce drame et les scènes de saccage qui s'en sont suivies. Au quartier Bambara de Thiès, les Maliens trouvés sur place appellent au calme. Vraiment, des saccager, vraiment, c'est pas bon du tout. Je dis toujours, c'est pas bon du tout. Et puis, je lance un appel d'arrêter immédiatement, c'est-à-dire de faire cet acte pareil. C'est parce que c'est pas bon. Parce que ça peut amener tout, hein. Les innocents qui n'ont jamais été dedans, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est eux qui seront les perdants. Vous voyez? Donc, ça, c'est pas bon du tout. Je n'encourage personne aussi de saccager. Est-ce que vous voyez? Donc, on doit essayer de baisser la tension, parler entre nous, et puis s'entendre entre nous. Parce que le Mali et le Sénégal, c'est le même pays, hein, c'est le même famille aussi.
Pour moi, c'est la langue qui nous différencie. Hein. Sinon, les autres, là, nous sommes tous la même chose. Hein. Bon, je parle aux autorités aussi, c'est-à-dire de se donner la main, c'est-à-dire pour trouver une solution pour ça. Parce que ça, là, c'est pas bon vraiment. Celui qui fait du mauvais, on l'a qu'à lui punir jusqu'à ce qu'il va savoir que j'ai fait du mal et puis c'est tout. Si on fait la conduction, qu'on conduit très bien, c'est ça que j'aime, de respecter les circulations. Et cet accident qui a causé la mort de 4 personnes remet sur la table la question urgente de la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako, car selon des spécialistes, cette ligne ferroviaire pourrait renforcer la sécurité sur cet axe. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Tierno Laurent-Metti. Le chef de l'État l'avait annoncé, la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako. Et l'organisation dont elle appartient en avait fait une forte recommandation lors d'un CRD tenu à Kaolack. Sur ce, elle est d'avis qu'il faut accélérer les choses, ce qui va régler plusieurs questions à la fois, y compris la sécurité routière et humaine. Non seulement pour éviter les accidents, mais également pour maintenir des routes de qualité. Puisque l'État a beaucoup investi durant la première décennie d'action de la sécurité routière sur les infrastructures routières. Et c'est dommage que ces camions, en fait, participent à la dégradation, en fait, de nos routes. Et également, comme on l'a vu depuis hier, malheureusement, ça contribue quelque part à la pacification de nos relations entre nos voisins, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même une relation historique entre le Mali et le Sénégal. Au-delà de la sécurité routière, sur le plan économique, c'est des emplois qui seront créés, mais aussi... On se rappelle en fait de la gare qu'on appelait la gare du Mali, mais également sur le plan économique. Mais ça participera également à la création d'emplois, il faut le dire. Ça participera également à la lutte contre la criminalité transfrontalière et à la lutte contre les différents types de trafic. Parce qu'il ne faut pas occulter également que la frontière que partagent le Sénégal et le Mali est une frontière très fragile en termes de lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et le grand banditisme. En attendant, des mesures peuvent être prises, comme par exemple durcir les sanctions ou bien les ports secs. Merci Alassane. Et concrètement, quel est le poids économique de l'axe Dakar-Bamako? Vous allez le voir, c'est un corridor de plus de 4 millions de tonnes de marchandises. Et pour un partenariat gagnant-gagnant, les acteurs économiques prônent la stabilité entre les deux pays. Voyons tout cela avec Mamadou Fall et Tierno Laurent-Metti. Le corridor Dakar-Bamako constitue plusieurs millions de tonnes de marchandises, 4 millions plus précisément estimés à plus de 65 000 conteneurs, un trafic très important pour l'essor économique des deux pays. Il y a aujourd'hui 4 millions de tonnes de marchandises par an qui transitent ici, dans le port de Dakar, pour le Mali. 1 200 000 tonnes de produits pétroliers qui transitent ici. Il y a 1 million de produits cimenteries, donc le ciment, qui quittent ici pour le Mali. Cependant, le préserver est plus qu'un devoir et cela nécessite de la responsabilité de tous bords. Moi, je pense que le choix du Mali, nous devons faire en sorte que nos deux populations qui sont une, en tout cas, soient sensibilisées pour que des événements comme ça, qu'on se calme, qu'on les gère avec beaucoup de calme et de sérénité et que nous laissons justement la justice s'exercer. Nous en avons fait appel au niveau de nos 7 organisations de transport. Le Mali a l'intime conviction de travailler avec le Sénégal à hauteur de 90%, puisque des échanges ont été faits en ce sens. C'est avéré que leur volonté, c'est certain, c'est de maintenir le trafic au Sénégal. Et on parlait quand même des conditions qu'il faut améliorer. Et la première condition qui était posée, figurez-vous, c'est sécurité portière. On parlait de sécurité portière. Ils ont parlé des formalités administratives. Et je pense que des améliorations devaient être posées. Parce que si la volonté du Premier ministre, c'est de passer de 70% à 90% du trafic au Sénégal. La relation séculaire entre ces deux pays doit empêcher toute dérive nous menant à des jours incertains. Cependant, il est urgent pour les autorités sénégalaises de mettre en place des voies de contournement pour un trafic apaisé et sans accident.
Venons-en aux conséquences des pluies de ce week-end dans la banlieue de Dakar. À Keur Massar, les eaux de pluie ont conquis plusieurs quartiers de la localité. À l'unité 3, des parcelles assainies par exemple, les riverains sont désemparés face à la montée des eaux. Voyons tout cela avec Nongoka et Asmalik Diop. L'unité 3 des parcelles assainies de Keur Massar sous l'emprise des eaux pluviales. Plusieurs habitants ont quitté leur domicile inondé. Ici, un riverain tente de sauver quelques de ses bagages. Bon, vous savez, ça a été toujours un calvaire. Hein. L'unité 3 résume en quelque sorte l'épicentre des inondations de Dakar. Une situation très chaotique, je dirais même la psychose chez les riverains et chez les populations. Oui, c'est comme ça que ça a débuté. Il y avait des flaques d'eau, on a alerté et personne n'a réagi. Et bon, nous sommes dans la même phase que de l'année dernière. Toutes les eaux venant de Kamibas, de Sangalkam, Estak, au niveau de Unité 3. Avant-hier, il a plu vers les coups de 2 h du matin, 4 h. Donc là, on est là, on ne ferme pas les yeux. Peut-être on va penser toujours que ce que nous avons arrivé l'année passée va nous arriver encore. Des jours plus tôt, la population de Keur Massar avait tiré la sonnette d'alarme. Ouais, donc les populations remettent en cause l'efficacité des ouvrages réalisés dans le cadre de la phase d'urgence du programme de gestion des eaux pluviales, le projet PE2. Eh bien, le ministre des collectivités territoriales affirme que le système de gestion des eaux pluviales est sous contrôle. L'évacuation des eaux se fait correctement. Écoutons Oumar Gueye. Avant-hier, il a plu 86,6 mm. Une quantité extrêmement importante. Pour rappel, les pluies de l'année dernière qui avaient fait l'actualité, c'était de l'ordre de 105 mm. Donc, nous avons reçu de fortes précipitations à Keur Massar. Et c'était pour nous l'occasion de tester le dispositif, grandeur nature. Ce système, il fonctionne. Il fonctionne et nous le constatons d'ailleurs parce que ces grosses quantités de pluie sont en train d'être évacués. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau, mais cette eau est en train d'être évacuée à travers un système bien pensé. Projet PE2, projet de gestion et disons pour les eaux pluviales et les changements climatiques. Il reste à peu près quelques 300 mètres à terminer. Toutes les mesures sont prises aujourd'hui pour accélérer très rapidement la finition parce que cette jonction va régler définitivement le flux entrant très important et le flux sortant très important. Pas de réseau d'assainissement à la cité Kalia 2 de la ZAC de Mbao. Les résidents indexent la SPDI, c'est une entreprise espagnole. Plusieurs villas là-bas sont submergées par les eaux de pluie ce week-end. Écoutons leur porte-parole, Pape Salisso. Ils nous ont vendu un projet avec évacuation par l'ONAS. Aujourd'hui, on se retrouve de constater que c'est une évacuation en fosse septique. Donc il va falloir, après le départ des promoteurs, que nous, qu'on vide la fosse au besoin. C'est un ras-le-bol aujourd'hui par rapport aux eaux de pluie. Vous voyez une cinquantaine de familles qui sont là aujourd'hui, ne peuvent pas sortir de leur village. Les enfants sont en vacances, ils ne peuvent pas sortir pour jouer. Donc c'est un vrai ras-le-bol. Si vous voyez derrière vous, donc il y a plus d'une centaine de villas en construction. Donc ils sont en train de vendre des villas, continuent à vendre des villas. Les prix qui étaient à 39 millions, aujourd'hui sont à 74 millions. Donc le projet n'a pas changé, plus a influé et on constate toujours les mêmes problèmes. Alors qu'il y avait des choses qu'ils avaient promis dans le projet au départ qui n'arrivent pas à respecter. Donc beaucoup de choses ne sont pas respectées. Vu l'année dernière, on essaie de discuter avec eux, de trouver des solutions. On s'est buté par rapport à une position inflexible. Ils disent que ça, ils peuvent rien faire, que l'ONAS n'est venu, ils peuvent rien faire. L'année dernière, avec les eaux de pluie, ils ont essayé de trouver des solutions, pas structurelles, mais des solutions peut-être ponctuelles. Ils ont vidé. La saison de pluie est passée. Cette année aussi, on constate la même chose. Je pense qu'il est temps qu'ils nous règlent ce problème-là. Et nous, on veut qu'ils viennent régler définitivement ce problème-là. Donc c'est le ras-le-bol aussi pour des gens qui ont acheté un projet, parce que c'est pas des villas qu'on a acheté. Hein. Si c'était juste des villas à 39, 40, 74 millions, on pouvait avoir mieux que ça. Mais nous avons vendu un cadre avec plein de choses. Donc des piscines, plein de communautés, des plats verts, espaces de jeu. Pour le moment, on voit rien du tout. Juste des blocs mûrs, voilà.
L'autre grand titre de cette édition, la mairie de Dakar Plateau revendique sa légitimité pour le contrôle du marché sans dégâts. Le maire Alioune Ndoye invite Soham Wardini à se ressaisir. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a tenu une conférence de presse ce matin. Pape Faraning et Amadouba. Avec des documents projetés sur écran géant, Alioune Ndoye persiste et signe. Le marché Sandaga est un patrimoine de la commune de Dakar Plateau. Avec la création des communes d'arrondissement et la dévolution d'une partie du patrimoine à ces nouvelles créations. Puis en 2013, avec l'acte 3 de la décentralisation, la ville n'a-t-elle pas été créée pour avoir une existence juridique par un décret après l'acte 3 de la décentralisation? Avec l'acte 3, la gestion des équipements marchands, de même que les infrastructures correspondantes, ont été dévolues aux communes qui les abritaient. Alioune Ndoye interpelle le maire de Dakar, Soham Wardini, sur le reste du patrimoine de la capitale, car selon lui, la ville avait un autre projet sur le site. Le questionnement s'allongerait inexorablement. Allusion faite aux complexes commerciaux des 4C et le foncier attaché, au bâtiment de l'ancienne DAU, au cinéma El Malik, aujourd'hui récupéré par un privé, aux dizaines de villas appartenant à la ville, certaines en construction depuis du temps de mon oncle maire Mamadou Diop, au stade Hassan Diouf, ce complot pour Sandaga, parce qu'il faut nommer les choses, et qu'on a voulu retirer de la commune Sandaga pour en dévoyer la destination. Pour y construire, disait-il, un bâtiment moderne destiné à être un musée. Concernant les locales, il demande toute rétention de certificats de résidence dans sa commune. Au plateau, il n'y a qu'une seule commission installée dans cette mairie et pour tout le plateau. Nous voyons des prétentieux qui ne comptaient que sur le transfert d'électeurs pour asseoir une existence politique dans nos communes, hurler face à la rigueur de l'organisation et des textes qui sont clairs. Le maire de Dakar Plateau menace de faire un déballage si ses détracteurs n'arrêtent pas de porter des accusations contre lui. Ouais, pas pareil. La maire de la ville de Dakar est déterminée à se lancer dans la bataille pour le contrôle du poumon économique Sandaga. Soham Wardini juge illégale l'autorisation donnée à la mairie de Dakar Plateau de procéder à la démolition du bâtiment Sandaga. Le conseil municipal a tenu une réunion extraordinaire cet après-midi sur le sujet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sur le front du coronavirus, 14 décès et 175 Covid+ ont été rapportés aujourd'hui. Une tendance au déclin se dessine et elle se confirme en revanche chez la population gériatrique. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Le taux de contamination chez les seniors est passé de 22% lors de la première vague à 14% à ce jour. Nous avons remarqué une nette tendance à la baisse dans la transmission de l'infection au niveau parmi la population âgée. Lors des deux premières vagues, les personnes âgées étaient atteintes dans un pourcentage de 22%. Il y avait 22% d'atteinte des personnes âgées. Aujourd'hui, c'est passé à 14%. Donc nous avons une nette tendance. Quant à la mortalité, lors des deux premières vagues, elle était de 79% parmi la population âgée, et actuellement, elle est passée à 69%. Donc il y a une diminution de la mortalité des personnes âgées. Mais parallèlement à cela, si nous jetons un regard un peu sur la vaccination, sur les 1 100 000 personnes âgées, personnes vaccinées, eh bien les 33% sont des personnes âgées. Ça veut dire que c'est plus de 400 000 personnes âgées, près de la moitié des personnes âgées. Les personnes âgées qui développaient des formes sévères étaient celles qui n'étaient pas vaccinées. C'est vrai, il y a des personnes âgées qui ne veulent pas encore de la vaccination, mais je m'adresse surtout aux familles qui s'opposent à la vaccination des personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui nous disent, écoutez, moi je suis parti me vacciner à catimini à l'insu de mes enfants, parce que simplement on m'interdit de vacciner. Et autre bonne nouvelle, la deuxième dose du vaccin AstraZeneca sera disponible dès demain. Le Sénégal a reçu du Royaume-Uni 140 160 doses. Il s'agit de la 5e livraison du vaccin à notre pays de l'initiative COVAX. Fat Bintou Conté et Gervais Yaro.
Le Sénégal vient de réceptionner 140 160 doses de vaccins AstraZeneca, un appui du Royaume-Uni à travers l'initiative COVAX. Nous venons de recevoir hier soir 140 160 doses du vaccin AstraZeneca de la Grande-Bretagne et nous sommes extrêmement contents et ravis de recevoir ces doses parce que vous connaissez que dans ce contexte actuel, nous avions effectivement cette pression, la pression de la deuxième dose d'AstraZeneca. Dès lors, ceux qui attendaient depuis plusieurs mois la prise de leur deuxième dose peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils sont arrivés véritablement à son heure, si j'ose m'exprimer ainsi, pour nous permettre de soulager une bonne partie des Sénégalais qui avaient déjà pris les premières doses d'AstraZeneca. Ce don de vaccins du Royaume-Uni va permettre aux pays sous-développés de faire face à la pandémie. Ils font partie des 5 millions de doses d'AstraZeneca que le Royaume-Uni a offert à COVAX pour assurer que les vaccins parviennent aux pays qui en ont le plus besoin. Ainsi, la vaccination sur AstraZeneca va démarrer à partir de ce mardi dans tout le pays. Dès cet après-midi, nous allons déployer ces vaccins au niveau donc, de Dakar et au niveau de Thiès et de toutes les autres régions dès demain. Un projet de production de vaccins est en cours, dira le ministre de la Santé avec l'Institut Pasteur de Dakar pour une couverture vaccinale plus importante. Merci Fat Bintou. Et plus d'1 500 000 Sénégalais ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 12% de la population ciblée. Le point sur les chiffres de la campagne de vaccination avec Chertiyan Diao. Depuis le début de la campagne de vaccination jusqu'au 15 août, la situation se présente comme suit. Si l'on prend le taux d'achèvement des vaccins AstraZeneca et Sinopharm chez le personnel de santé, 89 239 agents ont pris leur première dose. Pour la deuxième, ils sont 60 700. Chez les personnes âgées de 19 à 60 ans, 458 684 ont pris la première dose, 150 257 ont eu à prendre la deuxième dose pour le moment. Chez les plus de 60 ans, 292 667 ont eu leur première dose de vaccin et 129 739 ont été vaccinés pour la deuxième dose. Concernant le nombre de doses administrées par type de vaccin, 400 098 doses d'AstraZeneca ont été utilisées pour la première dose et 160 616 pour la deuxième dose. 264 830 doses de vaccin Johnson & Johnson ont été administrées pour le moment. Pour Sinopharm, 438 492 pour la première dose et 180 080 pour la deuxième. Concernant le nombre de personnes vaccinées, Dakar arrive largement en tête avec 518 171. Thiès arrive en deuxième position avec 142 338. Diourbel arrive en 8e position avec 35 415. Kédougou ferme la marche avec 10 117 personnes vaccinées. La situation de la pandémie connaît une nette baisse comparée aux dernières semaines avec 175 nouveaux cas ce dimanche et 54 malades admis en réanimation. Merci Chertiyan. Sur l'international, la situation est dominée par la situation en Afghanistan. L'actualité internationale dominée par la situation en Afghanistan. La prise de Kaboul ce dimanche par les talibans pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le Sahel. Telle est la conviction du colonel Mamadou Hach, celui qui a justement travaillé sur l'Afghanistan lorsqu'il était stagiaire à la 82e division aéroportuaire américaine. Analyse la situation qui prévaut dans ce pays. Il nous parle d'un échec des États-Unis comparable à celui de la guerre du Vietnam. Marcel Farba-Maroun et Tierno Laurent-Mendy. Les talibans ont repris Kaboul dimanche 15 août 2021, 20 ans après la chute du régime. Une victoire pour ce mouvement fondamentaliste islamiste qui pourrait se répercuter sur la bande sahélo-saharienne dont quelques pays sont frontaliers avec le Sénégal. Quoi que l'on fasse, il y aura une connexion entre l'Afghanistan, Daesh, en Syrie normalement, notamment, et le Sahel. C'est là où c'est important pour nous. Parce que cette victoire contre deux puissances, parce que c'est quand même une victoire contre une puissance américaine et une puissance française ici au niveau du Sahel, ça va revigorer un peu ceux qui luttent contre
l'ordre mondial, notamment les terroristes, etc. Il y aura des conséquences désastreuses, je veux dire, sur le Sahel. Présents depuis 2001, les États-Unis avaient entamé le retrait de leurs troupes d'Afghanistan, conformément à l'engagement du président Biden qui a suivi les traces de son prédécesseur Donald Trump, lequel avait annoncé en décembre 2018 son intention unilatérale de se retirer du pays. L'Afghanistan est connu pour être un pays qu'on ne peut pas conquérir. Donc les Américains vont faire l'erreur que je crois, sans référence historique, Napoléon avait fait sur la Russie, que Hitler avait fait sur la Russie. Parce que les pays qui ont une profondeur stratégique extraordinaire, les talibans, vous pouvez les battre, ils partiront et ils reviendront. Et c'est ça la profondeur stratégique. Ils ont une grande profondeur stratégique et c'est un pays enclavé avec plusieurs frontières. Donc il est difficile de contrôler ce pays. On peut dire aujourd'hui que l'engagement américain est un échec. C'est un échec comparable à celui du Vietnam. La situation, elle, ne semble pas s'améliorer. Ce lundi, les forces américaines ont été visées par des tirs à l'aéroport de Kaboul. Des militaires ont abattu 2 hommes armés qui les ont pris pour cible, sans toutefois que l'on ne sache s'ils sont talibans ou pas. Et selon des responsables américains, au moins 7 morts ont été notés dans le chaos de l'évacuation de l'aéroport de Kaboul. Merci Marcel. Dans l'actualité sportive football, l'équipe nationale du Sénégal va connaître ses adversaires à la CAN ce mardi à l'issue des tirages au sort à Yaoundé au Cameroun. Placés dans le groupe, dans le chapeau 1, les Lions qui visent le sacre ne doutent pas faire fixette sur les adversaires selon les techniciens Badar Assar. Cher Sadibou Diarra. Pas d'appréhension pour le Sénégal au tirage au sort de la phase des poules de la CAN 2021 ce mardi au Cameroun. L'équipe nationale de football, leader au classement FIFA en Afrique, et membre du chapeau 1 en compagnie des grandes nations africaines des 5 dernières années, peut voir venir. Et déjà, on est dans le chapeau 1, donc c'est sûr qu'on va éviter de grandes nations de football. Mais en face, derrière, il faut dire que au niveau des Coupes d'Afrique, les dernières Coupes d'Afrique qui se sont passées, on a vu que le nivellement du football africain par le haut est en train de se... On ne peut plus parler de petites nations de football. On l'a vu, il y a des équipes qui viennent de se qualifier pour la première fois, les Comores, je pense. Mais il faut prendre toutes ces équipes-là très au sérieux. Donc... Groupe facile ou difficile, l'essentiel est ailleurs pour le Sénégal. Faire honneur à son statut de prétendant au sacre continental. Quel que soit le tirage, il faut d'abord bien préparer cette CAN-là. Donc il faut bien la préparer. Ensuite, entrer de plein pied dans cette CAN. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le Sénégal va avoir l'étoffe d'un favori dans cette compétition-là. Donc, il ne faut pas se cacher. La composition des poules va être connue ce mardi depuis Yaoundé au Cameroun à partir de 18 h. La phase finale, c'est du 9 janvier au 6 février prochain. La dernière occasion de titre pour la génération de Cheikhou Kouyaté. Merci, cher Sadibou. Et puis, un mot de basket national en féminin, l'AS Ville de Dakar remporte le titre. Elle a battu en finale des playoffs le Dakar University Club 71-68. Cher Sadibou Diarra, Amadouba et Marcel Farbeman. L'AS Ville de Dakar réussit la passe de 3. Après la Coupe du maire de Dakar et la Coupe du Sénégal, le club de la municipalité s'adjuge le trophée du championnat chez les dames. Il a battu en finale des playoffs du National 1 le Dakar University Club 71-68. On s'attendait à ça parce que ce n'était pas évident de gagner 2 finales. La 3e, il y avait une pression et il venait avec un sursaut d'assaut. Donc je pense que c'était normal. Mais alhamdulillah, Dieu nous a donné la victoire, c'est ça. Alhamdulillah, il faut qu'on ait le travail. Ville de Dakar, il faut qu'on ait, je pense, pour garder ses rythmes. Je rends grâce à Dieu. Je félicite mon équipe de l'AS Ville de Dakar. J'encourage le Duc. C'était un très bon match. Vraiment, on l'a joué et on a gagné aujourd'hui chez nous. Alhamdulillah. Un grand chelem qui résulte d'un travail de toutes les composantes du club de la mairie qui vise désormais l'Afrique. Et la direction technique du club, mon directeur technique, mes assistants, je les remercie, Khadim et Aïda, le corps médical, l'intendant, je remercie tout le monde. C'est ça le sport, maintenant il faut qu'on ait à travailler.
Nous sommes là présents, maintenant il faut continuer à travailler pour pouvoir exister. Je pense que les dirigeants ont des ambitions pour ça. Maintenant, c'est un travail qui n'est pas facile. Il faut continuer à le faire ensemble. Je pense qu'on va réfléchir avec la direction technique du club et les dirigeants pour les objectifs sur le plan africain. Mais de toute façon, il y a du boulot encore à faire pour vraiment exister, même au niveau du champ Sénégal, confirmer ces trucs et aussi pour avoir une bonne présentation, un représentant au niveau de l'Afrique. Je pense qu'il faut connaître le travail, c'est pas encore, le travail reste à faire. Avec 3 titres remportés sur 3 possibles, l'AS Ville de Dakar domine le basketball féminin au Sénégal. Une domination qui date même de quelques saisons. Merci beaucoup, cher Sadibou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de votre attention. Les programmes continuent sur TFM. Bonne suite et à demain pour le JT de 20h avec un immense plaisir.